Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, Cyber Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Bruno Chéry, RSSI de Nomios. Bonjour Bruno. Bonjour Billy. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Et puis, nous avons à vos côtés Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour Billy. Phil, CTO, Cyber Security, évangéliste de Fortinet. Nous allons aujourd'hui accueillir Guillaume Harry, RSSI d'Idris. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes né à Nevers, dans la Nièvre. Il y a un circuit de Formule 1. On y reviendra peut-être tout à l'heure parce que je crois qu'il vous a marqué. C'est celui de Magny-Cours. Et quand on vous a offert votre premier ordinateur, vous avez su instantanément que vous vouliez être ingénieur en informatique sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire à l'époque. Ingénieur en informatique. Voilà, c'était la grande époque de MacGyver où on voyait des bandes magnétiques tourner et des voyants qui s'allumaient un peu partout. Et avoir cet ordinateur, c'était vraiment l'occasion de rentrer un peu dans cet univers en ne sachant absolument rien et en voulant tout découvrir. Alors, je ne sais pas si ça va bluffer les plus jeunes d'entre nous, mais à l'époque, vous avez eu le coup de foudre pour l'Amiga 500. C'était pas rien, hein, 512 KO. C'est rien du tout. Aujourd'hui, ça vous fait sourire. C'était la référence, effectivement, du monde vidéoludique de l'époque. C'était la référence en graphisme et en son. Donc, ça m'a permis de toucher un peu à beaucoup de domaines autour de l'informatique. Alors, au départ, vous avez fait un bac scientifique avec une spécialisation mathématique et option technologique. On va vous retrouver à la fac de Clermont-Ferrand et vous obtenez un DOG maths et informatique. Et puis, vous allez poursuivre avec une licence et une maîtrise d'informatique. Ça fait beaucoup d'années d'études. En fait, C'est un parcours qui était logique pour vous ? Voilà, c'était une suite logique. Commencé par, j'étais très intéressé par les sciences et par l'informatique. Donc du coup, le DOG paraissait tout logique de pouvoir traiter un peu tous ces sujets. Et après, c'est vraiment la découverte vraiment de l'informatique qui m'a fait poursuivre, voilà, sur la voie de l'informatique pour aller encore un petit peu plus loin. Alors, pendant votre maîtrise, vous faites un stage, puisque vous êtes à Clermont-Ferrand, chez Michelin, ça me paraît logique, qui se poursuit par un CDI, un moment passionnant pour vous, et on revient au point de départ, parce qu'à l'époque, Michelin était en Formule 1, et quand on est né à Nevers, on connaît le circuit de Magny-Cours. Vous êtes plus chez Michelin ? Alors, énormément, parce qu'il y avait beaucoup de projets. Voilà, c'était la grande époque, effectivement, de la Formule 1, de beaucoup de compétitions automobiles, et également de l'arrivée de beaucoup d'innovations autour de l'automobile. Donc, du coup, c'est un moment particulier à vivre avec tous ces beaux projets en recherche et développement. Voilà, mais finalement, en 2004, Michelin décide d'externaliser sa production informatique chez IBM. Donc, vous allez suivre le mouvement, mais pas très longtemps, car vous vous sentiez un peu trop loin de la R&D, c'est vrai ça ? Ça vous manquait ? Tout à fait, d'être vraiment dans les projets, de pouvoir participer au plus près de toutes ces innovations, c'était ce qui me plaisait. Donc du coup, devoir voir Michelin comme un client de très loin, ça, je perdais un peu tout cet aspect séduisant. Ouais, alors vous retournez vers le côté scientifique et pas n'importe où, puisque vous allez intégrer le CNRS. Au début, vous êtes à quel poste ? Alors, je suis administrateur de base de données, donc ce qui me permet de travailler plutôt sur la gestion du CNRS, mais tout en voyant un milieu avec tous les projets scientifiques. Alors, il y a un moment où vous allez bluffer tous ceux qui vous écoutent, parce que après différents postes, vous allez intégrer la direction interministérielle du numérique pour un projet que tout le monde connaît. Nous sommes 38 millions à l'avoir, c'est France Connect. Oui. C'était un chantier gigantesque. Tout à fait. Donc, au CNRS, je touchais à la fédération d'identité et à force de rencontres, voilà, on m'a proposé d'aller faire de la fédération d'identité, mais à très grande échelle. Donc, forcément, c'est un défi qu'on a envie de relever. Et donc, c'était la naissance du projet France Connect qui avait démontré
que c'était faisable. Et maintenant, il fallait le mettre dans le quotidien des Français, dans le quotidien, en fait. Alors, c'est dans notre quotidien, mais on a envie de vous poser cette question. Nous, lambda, 3 ans, c'est long pour ce genre de projet ou c'est court? On se rend pas bien compte. C'est court parce qu'il faut faire beaucoup de choses, il faut lancer beaucoup de projets à la fois. Notamment la sécurisation, et c'est long parce que du coup c'est essayer de ramener chaque Français à utiliser cet outil, à le faire rentrer dans le quotidien. Donc du coup ce sont des démarches longues. À chaque fois il faut aller démarcher chaque collectivité, chaque service de l'administration. Donc du coup évidemment je n'étais pas seul, mais du coup ça peut paraître long de répéter à chaque fois la même chose et de développer un peu tout cet écosystème. Et après ce beau projet de France Connect, en 2020, vous avez l'opportunité de faire de la cybersécurité et aujourd'hui vous êtes donc RSSI de l'IDRIS. Oui, en fait, c'est toujours une continuité. Ce qui m'a beaucoup plu dans France Connect, c'était justement le fait que la sécurité soit vraiment au centre des besoins pour les usagers. Donc du coup, j'ai découvert l'ISO 27001, j'ai découvert les analyses de risque, et c'est quelque chose que j'ai voulu un peu continuer. Et donc du coup, quand c'est présenté le poste de RSSI, j'ai totalement plongé. Aujourd'hui, avec ce que vous faites, vous pourriez pas travailler avec votre Amiga 500, hein? On est d'accord? Non, effectivement, j'ai quelques mégaoctets de plus en mémoire et en disque. Allez, question avec. On commence par vous, Bruno. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors justement, dans le cadre de vos activités à l'IDRIS, la sensibilité des données que vos équipes et que tous les différents pôles manipulent à l'IDRIS induisent de facto une énorme charge en poids réglementaire en fait. Il y a quand même beaucoup de données personnelles, de données très sensibles. Du coup, comment est-ce que vous organisez pour bien vous assurer que vous couvrez cette charge, que cette charge en tout cas est adressé correctement, sachant qu'on parle des ISO 27001, mais c'est un des nombreux référentiels qu'on pourrait citer là. Comment partir de l'exigence pour arriver jusqu'à l'application finalement technique et process et organisationnelle des contrôles, et pour s'assurer qu'on a une homogénéité de bout en bout pour porter toute cette charge-là? C'est presque une construction en mode agile en fait. On prend chaque point et on itère petit à petit pour mettre en œuvre la sécurité, parce qu'on ne peut pas partir from scratch et partir que sur la sécurité. Il faut bien sûr prendre en compte d'abord les utilisateurs, la capacité à utiliser un supercalculateur. Donc du coup, à chaque fois, il faut prendre une règle, le besoin de l'utilisateur, faire en sorte que ça corresponde, et puis après passer à la phase suivante, à la réglementation suivante. Donc partir des besoins métiers, des besoins business, entre guillemets, et inclure, et diffuser la responsabilité sur l'ensemble des acteurs de la chaîne sécurité. Voilà, inclure la sécurité en fait à chaque besoin des utilisateurs et leur faire comprendre en fait que eux-mêmes ils ont besoin de la sécurisation de leurs données, ce qui est pas toujours facile avec des chercheurs qui vivent dans un monde idéal. Et voilà, mon rôle est de leur rappeler que malheureusement à l'heure actuelle le monde est loin d'être idéal. Christophe? Oui, merci Guillaume et bonjour. Alors effectivement, concernant ces règles et normes, vous voyez ça plutôt comme une contrainte ou au contraire comme une opportunité de mettre en œuvre des projets de cybersécurité plus efficaces? Alors c'est une opportunité parce que ça permet un dialogue avec les directions, de leur rappeler que ils ont des contraintes à respecter. Donc du coup, ça leur permet de prendre conscience qu'il y a énormément de choses à faire. Et après, le rôle, c'est de leur d'expliquer à tout le monde pourquoi il y a ces contraintes. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, pourquoi on nous impose toutes ces règles. Merci. Bruno? Oui, au niveau de la gestion du risque, j'ai une question, on sort directement, on repart de 27001 pour peut-être parler de 27005. Est-ce que vous avez une méthode préférée? Est-ce que vous y avez quelque chose de monolithique dans l'activité, ou est-ce que vous avez par pôle, par équipe, par service, différentes approches de la gestion du risque? Alors effectivement, il faut travailler avec toutes les équipes, on ne peut laisser personne de côté. Après, on reprend effectivement chaque mesure des différents ISO et c'est un dialogue constant en fait. Et voilà, on itère pour essayer de faire avancer point par point.
Et vous adaptez chaque fois, chaque contexte différent, voilà, une réflexion. Il faut s'adapter. En fait, l'objectif, c'est plutôt de séduire que de contraindre. Donc, amener à chacun, voilà, à comprendre quels sont les besoins en sécurité pour qu'ils y adhèrent et qu'en fait, du coup, la sécurité ne soit plus vue comme une contrainte, mais comme quelque chose qui va les aider au quotidien. Dernière question, vous revient, Christophe. Oui, tout à fait. Alors, je crois savoir que vous revoyez l'analyse des risques à chaque publication d'une attaque. Est-ce que vous avez dire que vous avez mis en place une cellule d'étude des menaces, un peu comme un cyber threat intelligence, ou pas du tout, et c'est quelque chose qui est transverse aux équipes? En fait, c'est transverse. Après chaque tentative d'attaque, c'est de faire un retour d'expérience, un post-mortem, et de travailler ce post-mortem, retravailler chaque étape, tout ce qui s'est passé, et voir comment on peut améliorer, du coup, et reprendre. Voilà, d'où l'agilité. Effectivement, c'est très itératif. Merci. Merci beaucoup, Bruno et Christophe. Guillaume, on va revenir à Magny-Cours, près de Nevers, où vous êtes né. Ce circuit, vous avez beaucoup suivi la Formule 1. Oui, du coup, avec l'époque Michelin en même temps, du coup, c'était quelque part un peu l'état d'esprit de chez Michelin de suivre les compétitions. Du coup, moi, j'avais la chance de venir d'un milieu, enfin d'une ville très où il y a une grande empreinte de la Formule 1. Donc, du coup, naturellement, les deux milieux ont fait que j'ai beaucoup suivi l'actualité de la Formule 1 à cette époque-là. Alors, il n'y a pas que le côté sportif. Hein. Vous étiez intéressé également aux technologies employées, parce que la voiture, elle a énormément évolué. Et c'est pour ça que vous admiriez Schumacher, grand pilote. Il n'y avait pas que lui, mais lui, vous dites qu'il avait quelque chose en plus, il se passionnait pour faire avancer et que ça aille mieux avec la voiture. Il avait des idées aussi là-dessus ? Oui, c'était un technicien extraordinaire, parce que du coup, il faisait lui-même les réglages, donc il travaillait beaucoup. Et à l'époque, Michelin fournissait des pneus pour chaque pilote, en fait, même pas pour chaque écurie. Il n'y avait pas un pneu générique, c'était vraiment pour chaque pilote. Du coup, il y avait un travail énorme avec chacun. Donc, forcément, avec Michael Schumacher, a fait beaucoup avancer également la technologie du pneumatique pour à la fois les pilotes de Formule 1 et après, du coup, c'est des technologies qui sont arrivées dans le quotidien de chacun des conducteurs. Mais lui était très impliqué par rapport à certains coureurs. Voilà. Lui, par contre, il travaillait énormément avec les équipes pour faire des réglages très spécifiques, mais qui, du coup, faisaient énormément avancer la vitesse de la voiture. Alors, ce que vous aimez aussi, et quand on connaît votre métier, on sait que vous avez beaucoup d'heures de travail, mais vous adorez la vie associative et vous êtes conseiller de quartier auprès du maire de votre ville, Charenton-le-Pont. Quel est votre rôle de conseiller sur le terrain ? Parce que ça, c'est étonnant, il faut du temps pour faire ça. Alors, l'objectif, c'est justement de donner la voix aux habitants pour vraiment remonter auprès du maire les besoins au quotidien, qu'il voit moins, parce que pour lui, le but, c'est de gérer une administration territoriale. Donc, il y a beaucoup à faire, mais après, la vie au quotidien, voilà, le but, c'est de travailler tous ces points avec les habitants. Alors, vous dites que vous détestez entendre « il faudrait que ». Et vous dites agissons plutôt que de se poser des questions. C'est pareil dans votre métier ? Oui, c'est mon leitmotiv. En fait, c'est ce qui m'a fait aussi avancer à chaque fois. C'est d'être plutôt dans l'action, d'agir plutôt que d'attendre que quelqu'un le fasse en agitant des grands il faut que. Voilà, je préfère être celui qui va un peu organiser, écouter et puis après amener des actions à réaliser. Est-ce que ce rôle de conseiller de quartier auprès du maire de votre ville, Charenton-le-Pont, a suscité chez vous une petite fibre politique peut-être pour l'avenir ? Je pense qu'au contraire, c'est mon atout d'être apolitique et d'avancer pour le bien, donc de pouvoir traiter aussi bien des sujets sur l'environnement, le trafic routier, également la qualité de vie. Voilà, de pouvoir travailler tous ces sujets en étant totalement agnostique. Est-ce qu'on peut dire que vous reportez la bonne parole des citoyens ? C'est exactement ça. Voilà, le but, c'est d'améliorer. Voilà, c'est d'améliorer la vie de tous.
Merci beaucoup Guillaume, merci également à Bruno et Christophe qui nous ont accompagnés. Fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.